BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Et voilà, retour donc ici à Lyon pour cette convention Patrimonia avec deux invités pour évoquer un petit peu l'ambiance, le monde de ces conseils en gestion de patrimoine, Benoît Lombard et Jérôme Dédéian. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Jérôme Dédéian pour RS et Benoît Lombard pour Vitam. Bah voilà, ça fait 24 heures qu'on est là tous ensemble au cœur de cette convention. Comment est-ce que vous avez senti et l'un et l'autre un petit peu l'ambiance des CGP, de tous ces asset managers, de ces CIF, etc. qui sont venus un peu vous voir, qui ont discuté avec vous, Benoît, vous qui êtes un de ces CGP. Comment est-ce que vous sentez l'ambiance en ce moment ? L'ambiance est exceptionnelle et elle est même non seulement exceptionnelle pour le futur, mais également dans le passé, puisque récemment un baromètre a été fait de l'état d'esprit et du moral des CGP et des CIF. Les CGP ont un moral qui est au beau fixe, puisque 86% d'entre eux s'estiment dans un contexte positif, voire extrêmement positif, pour le développement de leur business. Et ce, malgré tout un tas de petits écueils dont on aura l'occasion de reparler dans cette émission. Cette ambiance, on la sent meilleure. Jérôme aussi, on se souvient que ces dernières années, il y avait un peu une chape fiscale, une chape juridique sur Patrimonia. Là, on respire un peu malgré les marchés un petit peu tumultueux. Alors exactement, c'est ça le qui est un peu paradoxal, c'est que malgré le retour de la volatilité, en fait, tout le monde voit que finalement l'année 2015 sera pas mauvaise pour les entreprises et les entrepreneurs que sont les CGP. Et ça, finalement, ça donne le moral à tout le monde. Un entrepreneur qui sait qu'il fera une bonne année est forcément un entrepreneur heureux. Donc le moral est bon malgré le retour de la volatilité des marchés. Et je dirais qu'après la chape fiscale de plomb qui s'est abattue et qui avait un peu plombé le moral de la profession et celui des Français, il faut quand même le dire, je trouve que la relative stabilité qu'on a eu ces derniers temps a finalement recréé les conditions de l'énergie pour aller plus loin, entreprendre, développer de nouvelles offres. Et finalement, le moral de l'entrepreneur a repris le dessus. Malgré tout, on le voit et on le sent et on le suit aussi tout au long de l'année sur BFM Business et plus spécifiquement dans Intégral Placement. Ce monde des CGP, il évolue tout le temps. Il y a des réglementations, des directives, de nouvelles offres. Comment est-ce que il vit ce monde justement? Comment il s'adapte à cette nouvelle donne parfois? Comment est-ce qu'on peut un petit peu réagir finalement, Benoît? Pour réagir, je voudrais rappeler que, même si c'est un peu technique, mais le monde de la gestion privée a eu raison de se faire peur. Il a raison de se faire peur car on a eu la volonté de la Commission européenne de vouloir réguler une profession qui fonctionne bien, dont les clients sont satisfaits. C'est quand même un point qui est fondamental. Les clients des gestionnaires de patrimoine dits indépendants, en privé, donc sont satisfaits. Mais néanmoins, les directives ont voulu réguler cette profession, notamment en interdisant les commissions pour penser que celle-ci ne contribuait pas à rendre un conseil éclairé et loyal, en quelque sorte, aux clients privés. Eh bien, la France, notamment l'action de la Chambre nationale des CGP que je préside par ailleurs, donc a œuvré pour qu'on puisse montrer aux régulateurs grâce à l'association de consommateurs, les consommateurs, grâce aux épargnants, donc grâce aussi à l'écosystème, l'association française de gestion, la FFSA, le monde bancaire et bien évidemment le monde de la gestion privée que nous représentons, pour prouver que ces commissions étaient non seulement un mode de fonctionnement normal, régulier et qui était dans le cadre d'une parfaite transparence, justifiait le fait d'avoir des conseils de grande qualité qui sont insusceptibles de trouver dans des canaux de distribution autres que ceux que nous représentons. Donc on est en train de se faire peur. Donc BIF 2, c'est ce dont il s'agit, a été voté. Il y a une transposition qui doit exister en droit interne en 2018 et 2017, pardon. En tout cas, les nuages. Donc les nuages se sont écartés. Les nuages s'écartent. Et nos régulateurs, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, estiment à juste raison que le mode d'exercice de notre profession s'avère porteur d'espoir et extrêmement transparent pour les épargnants. Avec des évolutions, Jérôme, qui ne cessent de se multiplier. On pourrait parler de ces fintechs, par exemple, qui arrivent. Comment est-ce que on le gère? Vous êtes plongé, notamment via l'épargne salariale, dans la gestion de l'épargne des Français. Oui, alors d'abord, je voudrais revenir sur le point des commissions. C'est fondamental et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le moral est bon. C'est que ce nuage-là s'est effectivement écarté. C'est fondamental. Si on avait laissé passer une mesure d'interdiction des rétrocessions, on aurait pénalisé l'épargnant et on aurait vraiment dégradé la qualité de conseil, notamment. Et en plus, on a eu des exemples sur des marchés étrangers. Exactement.
exactement, en Angleterre par exemple, et notamment des Français qui sont en phase de constitution de patrimoine et dont finalement la valeur ajoutée du CGP, qui ne peuvent pas forcément payer en totalité, est financée par le fait qu'il y a des rétrocessions sur les patrimoines les plus aisés qui permettent à un CGP d'aller chercher, y compris les clients qui ne pourraient pas forcément avoir accès à cette qualité de conseil-là si jamais il y avait interdiction des rétrocessions. Et donc ce point-là est très important pour la poursuite d'un développement, enfin d'un conseil indépendant au service du patrimoine des Français. Alors le CGP et la profession des CGP, dont on l'a vu très très bien, notamment hier, puisqu'on a refusé du monde un atelier sur tout ce qui est enjeu d'épargne dans l'entreprise, de retraite, etc., est en train de plus en plus, c'est la pédagogie qu'on essaye de faire avec les associations professionnelles que représente Benoît et avec toute la profession depuis des années, est en train de comprendre que quand on a un épargnant, un client en face de soi, d'abord la clé c'est quand même l'approche globale de la famille avant même de parler marché financier, et surtout qu'il y a une convergence totale entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du client. C'est ça que fait RS, et avec la profession et qu'on développe, c'est-à-dire la capacité à aller comprendre comment on extrait le flux du patrimoine professionnel pour le transformer en patrimoine personnel au moyen d'un certain nombre de techniques, de conseils, sur lesquels le CGP est éminemment légitime, puisqu'il ne représente pas une branche, il ne représente pas l'assurance d'un côté ou la banque de l'autre par rapport à un assureur ou un banquier. Il représente le patrimoine. Exactement, et donc il va pouvoir travailler avec n'importe quelle solution technique, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit assurantielle, au service de son client. La question des fintechs, quand même, j'y reviens, Benoît, c'est voilà, vous êtes confronté à des algorithmes, on vous met en concurrence avec des composants électroniques. Et il y a deux niveaux. D'abord, il y a le niveau du digital. Vous allez devenir bio. Donc, il y a le niveau du digital et on a tous besoin de s'approprier ce nouveau canal d'information avec notre clientèle. Donc, oui au digital. La fintech, c'est quoi? C'est la finance avec la technologie. Mais quelle technologie? Alors là, on peut aussi essayer de refaire une subdivision. Des algorithmes qui reposent sur des méthodes quantitatives, purement mathématiques, n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de réaliser une allocation plus efficace que celle qui reposait sur des gérants qui, dans notre jargon, génèrent de l'alpha, c'est-à-dire de la surperformance. Donc, il y a un besoin de preuves. Ça, c'est le premier niveau. Puis le deuxième niveau, c'est que moi, je demande à ce que tous les acteurs de la fintech soient régulés de telle manière qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence dans un monde extrêmement balisé. Ça veut dire quoi, ça, grosso modo? Grosso modo, je vais vous expliquer. On va pas rentrer dans le détail. Non, mais très simplement. Technique, mais très vraiment, simplement. Voilà, illustré. Donc, nous sommes CGP. Nous voyons un client, nous avons un processus régulé par l'autorité des marchés financiers. Très pour simplement, protéger le client. Pour protéger le client, qu'on a mis en place dans le cadre d'une directive antérieure, MIF 1, qui est avec un statut de CIF qui existe depuis 2003 en France, et notamment on doit donner un document d'entrée en relation, on doit mettre une lettre de mission. Cette lettre de mission reprend les différents éléments, différentes prestations qu'on va délivrer à nos clients, et ce dans un souci d'une parfaite transparence que je visais notamment antérieurement. Eh bien, ça, je demande que tous les acteurs de la fintech respectent ce même process et processus réglementaire qui, je le rappelle, protège l'épargnant. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, on est aussi dans une ère de simplification, Jérôme. On n'arrête pas de parler de la loi Macron, de dire qu'il faut libérer les énergies. C'est intéressant quand même de voir de nouveaux modes finalement de gestion émerger, non? Oui, alors en fait, il y a deux niveaux de conseil qui sont très importants quand on a un client en face de soi. Il y a un premier niveau de conseil qu'on oublie souvent parce qu'on parle souvent allocation de portefeuille. Et là, on peut mettre tous les robots qu'on veut. Il y a quand même un moment où le client a envie de parler à quelqu'un qui va lui expliquer avec des mots à lui et compréhensible comment ça se passe. Pas juste une grille, quoi. Non, exactement. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça ne veut pas dire que l'apport technologique peut pas être très intéressant pour la profession du CGP. Alors, comme d'habitude, finalement, le tuyau industriel va faciliter le travail de tout le monde, mais il y aura toujours besoin d'un conseil indépendant et d'une personne physique pour s'occuper du client. Ça me semble vraiment très important. Pour compléter ce que dit Jérôme, le fintech en B2B, oui, en B2C, ça me semble plus délicat. On a besoin d'un conseil individualisé qui repose sur une personne qui connaît la situation des clients. Et je rajoute que, en fait, en amont de l'allocation entre les différentes classes d'actifs d'une épargne financière liquide, etc., il y a tout un acte de conseil sur l'identification des flux, à quel endroit on les prend dans le patrimoine professionnel, dans le patrimoine personnel, et l'orientation de ces flux vers les bonnes enveloppes fiscales en fonction de la situation familiale, patrimoniale du client, et notamment, évidemment, de sa situation fiscale qui est fondamentale. Donc il y a des choses qui se passent sur le plan de la simplification parfois, mais dans l'ensemble, on peut pas dire, et c'est vrai, c'est pas spécifiquement vrai à la France, ou seulement vrai pour la France, c'est vrai dans tous les pays, on n'est pas quand même dans une tendance de simplification absolue, et le besoin de conseils en amont sur qu'est-ce que je fais en termes d'enveloppe avant même l'allocation d'actifs, vraiment cette étape précédente, elle ne peut être fait que par une personne physique qui connaît intimement la situation de son client. Ça veut dire que
pour en terminer sur ce point des fintech, Benoît, on n'est pas là dans la résistance d'une profession passéiste qui veut pas l'évolution. C'est juste que l'encadrement soit le bon et que le réglage fin se fasse dans une saine concurrence. Cédric, vous le rappeliez, on veut de la simplification. Malheureusement, c'est pas la voie qu'a pris l'Europe depuis les crises de 2008 pour essayer de simplifier au maximum. Donc on veut pas qu'il y ait des distorsions de concurrence, je le rappelle. Ce que nous faisons, c'est en accord avec les acteurs de la fintech, et je veux parler notamment du crowdfunding. Il y a des nouveaux statuts qui existent, et notre profession travaille avec ces acteurs-là, et on contribuer notamment à l'émergence, là aussi, d'un cahier qui a été remis au ministre en préconisant une simplification. Donc on veut bien travailler avec ceux qui sont régulés de la même manière que nous. Oui, Jérôme. Je rajoute que, évidemment, l'irruption de nouveaux entrants, avec peut-être une histoire à raconter, fait bouger tout le monde. Donc ça fait progresser le service au consommateur final. Donc ça, c'est de toute façon une saine concurrence. Mais je rajoute que la fintech, c'est très intéressant, sauf que si on a un super outil, on a fait une usine remarquable, mais qu'on a oublié de mettre du volume dedans, parce qu'il faut quand même aller chercher le client. Et donc finalement, il y a beaucoup d'analogies avec ce qu'on a vécu en 2000, avec des gens qui avaient des technologies qui étaient très intéressantes, et ces technologies ont fini par être mises au service de professionnels indépendants, personnes physiques, conseillant des personnes physiques ou des personnes morales, plutôt que mises en direct frontalement avec le consommateur, parce que le consommateur n'est pas venu, il n'a pas afflué, à part une frange très marginale, pour utiliser ces solutions. À l'issue d'une des grandes conférences qui a émaillé Patrimonia hier, il y a eu cette question, comment finalement mieux faire circuler l'épargne, mieux dynamiser l'épargne pour qu'elle vienne au contact de l'économie réelle, entre l'épargne salariale, entre les plans retraite, avec toutes les cadres fiscaux qui ont parfois été mouvants ces dernières années. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'appui de tout l'arsenal législatif dont on dispose, Jérôme, pour utiliser, exploiter, rentabiliser finalement au mieux cette épargne des Français? C'est vrai que vous avez parfaitement raison, on connaît les chiffres, il y a 4400 à peu près milliards d'euros d'épargne financière liquide des Français. 4400 milliards. Sur ces 4400 milliards, il y en a 700 milliards seulement qui sont de l'épargne retraite. Alors quand vous savez ce qui est en train de se passer sur le plantage des négociations Arco-Agirc et sur ce qui va se passer sur notre répartition, on voit bien que la répartition va avoir besoin d'être consolidée par une montée en puissance massive de la capitalisation. Ça fait des années qu'on le dit et ça se développe plutôt lentement. Mais où est-ce que ça se développe? Et là, c'est très intéressant. Ça se développe notamment grâce aux professionnels du patrimoine, parce qu'ils ont désormais compris qu'ils avaient un rôle majeur à jouer dans la captation et, je dirais, l'orientation de cette épargne liquide des Français vers des compartiments longs. Et donc, il y a une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que par rapport à une banque qui va proposer des livrets de dépôt, qui va proposer le produit de la semaine, ou un assureur qui va placer son fonds euro qui achète des emprunts d'État, donc déjà, les assureurs commencent à diversifier un peu, c'est excellent, parce que c'est bon pour le financement de l'économie. Ils en ont besoin pour le rendement, on va dire. Exactement. Qui peut expliquer ça aux Français? Sinon un professionnel indépendant qui est capable de parler du risque. Puisque ce qu'on a oublié dans la pédagogie financière des Français, c'est la pédagogie du risque. C'est le grand vice de ce fonds en euros. Et la personne qui est capable de le faire, c'est le professionnel indépendant du patrimoine, parce que lui-même, il maîtrise ces notions-là. Et donc, il va en fait capter ou aider les Français à faire passer, et c'est notre conviction, dans une dizaine d'années, les 700 milliards d'euros d'épargne retraite sur 4400 vont devenir 1500 milliards d'épargne retraite. Bon. Les CGP auront là-dessus une part de marché massive, si, évidemment, ils prennent le soin, grâce aux associations professionnelles, et qu'ils investissent un peu de temps pour se former. Toutes ces sommes, Benoît, comment est-ce que vous, les CGP, vous allez nous faire comprendre à nous Français qui aimons bien notre joli petit fonds en euros avec son effet cliquet qui garantit finalement qu'on perdra jamais ce qu'on a déjà gagné, comment est-ce que vous allez nous convaincre finalement d'aller prendre des UC, d'aller peut-être faire de l'euro-croissance, de faire que notre épargne, y compris pour la période très critique de la retraite, aille irriguer cette économie réelle qui en a tant besoin plutôt que d'aller se réfugier sur des emprunts d'État? Ils commencent, les Français, à le comprendre. Car je rappelle, les chiffres ont été donnés hier. Il y a eu 18 milliards, alors je vais parler d'épargne qui a été collectée dans le cadre de l'assurance vie, de collecter depuis le début de l'année, enfin 17,8 exactement, dont la moitié qui a été collectée sur des unités de compte. C'est la première fois que l'on voit ça. Et ce mouvement, il a été amorcé bien en amont par les professionnels du patrimoine que nous sommes. Alors comment on va arriver à faire comprendre ça aux clients dans un monde où on est à taux zéro? Enfin, je rappelle, les emprunts d'État donnent une rentabilité
stabilité à 10 ans qui est aux alentours de 1,10 à 1,5. Ça n'a pas une productivité fabuleuse. Donc il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Les fonds en euros ont une rémunération qui descend. Le cadre dans lequel le CGP intervient, il est bien en amont de tout cela. On regarde de manière transversale et le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Et c'est bien cette vision qui s'inscrit dans le temps, cette vision où on prend du recul qui nous permet de conseiller au mieux nos clients et bien évidemment, pour peu qu'on s'inscrive dans la durée, de leur conseiller d'aller vers des actifs un peu plus à risque que le fonds en euros. Alors, je voudrais illustrer ce que vient de dire Benoît sur un métier qu'on connaît bien, puisqu'on le fait avec les professionnels du patrimoine, qui est l'épargne salariale. Le marché de l'épargne salariale au global comprend 40% d'avoir des épargnants salariés, des 12 millions d'épargnants salariés qui sont en monétaire. Monétaire aujourd'hui, c'est Eonia moins les frais, ça fait moins les frais. Rendement négatif pour plus de la moitié des fonds, les autres sont... Donc en clair, on perd de l'argent. Voilà, exactement. Chez nous, nos encours d'épargne salariale qui remontent essentiellement par les conseillers en gestion de patrimoine qui équipent leurs clients, qui les conseillent, qui mettent en place les PE, les PERCO chez eux. Il n'y a que 20% de monétaire. Ça donne une idée de l'impact que les professionnels du patrimoine ont sur la notion de risque et sur le fléchage utile de l'épargne longue des Français vers le financement de l'économie. Comment ? Pour améliorer encore tout ça et pour finir d'aider Benoît, l'État, les pouvoirs publics peuvent faire... Voilà, il y a la fiscalité. On peut espérer qu'une fiscalité aide l'épargne à long terme à se mettre en place ? Oui, alors on a eu... Pour ce qui est de l'épargne long terme et de l'épargne salariale, on a eu quelques très mauvais signes jusqu'en 2012, avec la création par le gouvernement précédent, puis la hausse massive par le gouvernement actuel du forfait social qui frappait l'épargne salariale. Ça a envoyé un mauvais signal. Ça ne veut pas dire que les mécanismes étaient devenus inattractifs. Donc fondamentalement, ils étaient toujours attractifs. Simplement, le gouvernement s'est rendu compte qu'il était allé beaucoup trop loin. Et la loi Macron vient de donner un énorme coup de turbo avec une nouvelle attractivité renouvelée, retrouvée, notamment pour les professionnels et petites entreprises, des entreprises de moins de 50 salariés, en rebaissant massivement le forfait social. Et ça, c'est quelque chose qui va encore accroître la valeur ajoutée de conseil que les CGP peuvent avoir avec les prescripteurs experts comptables de leurs clients, avec qui ils travaillent de plus en plus en interprofessionnalité et qui permettent vraiment de jouer un rôle central sur le fléchage de cette épargne longue des Français vers un projet retraite et financement de l'économie. Je termine sur la loi Macron qui quand même décide qu'on peut aussi, sur le volet retraite de l'épargne salariale, baisser le forfait social à partir du moment où on va financer les PME et ETI françaises. Donc là, il y a vraiment un enjeu très important qui a été compris par les pouvoirs publics et qui pourra être exploité par la profession. Il faut, Benoît, une incitation à la prise de risque ? La loi Macron, pour revenir, c'est du pragmatisme après beaucoup de dogmatisme. Donc là, on le voit notamment... Donc ça veut dire qu'on corrige ou on incite vraiment ? On corrige. On va inciter notamment avec la baisse du forfait social que visait Jérôme, mais il y a également, je vais donner un exemple, l'attribution d'actions gratuites dans le cadre de PME, de TPE, est quelque chose qui est remis en avant. Et pourquoi c'est remis en avant ? C'est pour corriger les effets négatifs de la fiscalité rédhibitoire des stock options. Donc là, on retrouve un peu de pragmatisme. Mais moi, ce que je demande au pouvoir public, c'est de la stabilité fiscale. On a eu 15 ans d'instabilité, enfin 15 ans, on a eu une dizaine d'années d'instabilité fiscale. Et il faut donner de la lisibilité et il faut donner de la pérennité aux systèmes qui sont promus. Le forfait social, il a été augmenté, il rediminue. On va rester aujourd'hui à des niveaux qui demeurent acceptables, je l'espère, pour l'épargnant et les chefs d'entreprise. Surtout de la On ira même plus loin, parce que on a vu Emmanuel Macron en rencontre parlementaire de l'épargne salariale au début de la semaine. Et il a dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait dans le contexte et la marge de manœuvre qu'il avait, budgétaire notamment, mais qu'il il continuerait, et on lui a dit ça tombe bien, on a des idées pour vous. Bon, et ben voilà, on a des idées pour Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Messieurs, Benoît Lombard pour Vitam et Jérôme Dédéian pour RS étaient nos premiers invités de cette deuxième journée depuis la convention Patrimonia.